Alors, de tous ces éléments contextuels qui créent de sacrées problématiques, on en a bien entendu tiré, il y a des constats qui sont tout à fait évidents sur le cycle de l'eau, Bruxelles étant à l'origine une zone humide, tout ce morcellement a des conséquences très importantes, non seulement sur le plan inondation, mais sur les plans de la qualité de vie, on y reviendra. Mais donc la première prise de conscience qui a été faite, c'est dans l'émergence de l'idée du maillage bleu. Il faut absolument démorceler ce réseau hydrographique naturel, il faut le reconstruire. Voilà, il s'agissait vraiment de faire revivre les rivières et les eaux claires. Oui, pardon, je ne vous ai pas mis la suite. Donc voilà, l'émergence du maillage bleu. C'est donc un concept qui apparaît dans le plan régional de développement en 1999 et dont les principes visent à restaurer le rôle hydraulique de ces cours d'eau naturels, c'est-à-dire de vraiment régénérer cette continuité dans le fond des vallées, de veiller à la qualité des cours d'eau. Ça, c'est évidemment aussi une obligation européenne pour laquelle on est surveillé de très très près, une amélioration de la qualité chimique, biochimique, écologique. Et donc sur le plan écologique, il y a lieu de restaurer aussi les différents habitats qu'on peut trouver dans les cours d'eau et leurs abords, leurs berges. Le rôle récréatif du maillage bleu a été aussi remis en lumière et donc avec un programme d'action pour le restaurer et bien entendu améliorer l'aspect paysager et le fait qu'on puisse s'y promener, le mettre en valeur, etc. et en profiter dans le tissu urbain. Alors, ce maillage bleu, il est considéré où ? Évidemment, au départ, on s'en préoccupait surtout dans les zones naturelles, dans les réserves naturelles et dans les espaces verts. Et donc, petit à petit, on se rend compte qu'il a vraiment un rôle à jouer sur l'ensemble de la ville. Et donc, on commence à réfléchir par bassin versant, que l'eau doit être gérée de manière continue et linéaire tout au long d'un bassin versant. Et alors, émerge aussi tout doucement la vision d'une gestion de l'eau diffuse et décentralisée. Alors, d'autres conséquences sur le cycle de l'eau apparaissent et on se rend compte qu'en fait, en amont des cours d'eau, il y a aussi des choses à prendre en compte. Alors, notamment l'altération de la qualité de l'eau des rivières, on se rend compte qu'elle est fortement impactée par le mécanisme des déversoirs. Je vous expliquerai mieux à la dia suivante de ce dont il s'agit. Mais il y a aussi le phénomène de dilution des eaux usées qui ont un impact assez négatif dans le travail des stations d'épuration. Au plus une eau est diluée, au moins bien les micro-organismes des stations peuvent prendre en charge ces pollutions. Donc le rejet à la Seine n'est pas génial dès l'instant où on mélange les eaux usées et les eaux claires. Et puis aussi, tous ces constats mènent au fait que l'augmentation du risque d'inondation n'est pas seulement le fait de cours d'eau qui débordent, mais aussi d'écoulements très localisés en amont des cours d'eau, donc liés aussi au réseau d'égouttage. Alors, de quoi s'agit-il quand on parle du phénomène des déversements, des déversoirs ? En fait, ces déversoirs sont un mécanisme qui sont inhérents aux égouts. Donc en temps normal, quand les eaux usées viennent se déverser dans les égouts et s'écoulent vers la station d'épuration, tout se passe bien. Mais dès l'instant où une pluie, normalement d'orage, se présente, c'est un mécanisme qui permet d'éviter des inondations en surface. Et donc, l'augmentation du flux d'eau met le égout en surcharge. Et cette surcharge vient se déverser dans le cours d'eau le plus proche. Ici, on a même encore figuré la Seine avec son voûtement, mais même dans d'autres cours d'eau bruxellois, il y a malheureusement une quarantaine de déversoirs en région bruxelloise. C'est le cas dans toutes les villes, mais il y a lieu d'y être attentif parce que normalement, ça doit être un mécanisme soupape en temps d'orage violent. Mais malheureusement, à Bruxelles, les déversoirs se déclenchent même pour des pluies relativement légères. Donc vous verrez que ça, c'est vraiment un élément déclencheur sur l'impact très puissant au niveau de la qualité de nos cours d'eau qu'on n'arrive pas à améliorer et dont la gestion des eaux pluviales a vraiment beaucoup à aider en amont. Donc,
face à ce constat-là supplémentaire, il y a une deuxième série de réponses et de solutions qui sont alors exprimées dans le plan pluie pour faire face à ces nouveaux constats de déversement et d'inondation dans des points amont. C'est donc vraiment viser la diminution de la surcharge des égouts pour y faire face. Et pour ça, on met en place deux types d'actions, les techniques classiques de type bassin d'orage et puis les techniques d'éco-construction de gestion de l'eau à la parcelle. Donc c'est vraiment viser deux choses, le ralentissement du ruissellement et le stockage des eaux sur la parcelle. Et c'est alors à cette époque, au démarrage du plan pluie, que voilà, par exemple, le ruissellement environnement émet des outils d'aide à la prise en charge des eaux pluviales sur la parcelle. J'ai été un peu trop vite, mais c'est pas grave, l'autre c'était un exemple du même ordre. Alors, les conséquences sur le cadre de vie, c'est encore un volet de constat qui vient s'ajouter aux autres et qui touche vraiment de près tous les citoyens bruxellois. C'est l'impact sur le paysage et la biodiversité de cette gestion de l'eau historique. Et c'est les effets d'îlots de chaleur urbains, donc qui ont tous les deux génèrent une forte altération du cadre de vie. Alors très brièvement, que sont les effets d'îlots de chaleur urbains? Donc, en période de canicule, tout le monde ressent assez aisément qu'il fait plus chaud en ville que si on a l'occasion d'aller s'aérer en milieu rural. Et donc en fait, il y a non seulement, il y a différents phénomènes, mais en bref, il y a notamment ce phénomène qui fait que les rayons du soleil n'ont plus d'échappatoire dès l'instant où ils sont pris dans les éléments de murs et de minéraux d'une ville. Et puis il y a aussi le phénomène tout simple de rétention de la chaleur par les pierres. En été, si vous toucherez une pierre qui a été exposée au soleil longtemps, elle est beaucoup plus chaude que le gazon qui est juste à côté. Et donc on se rend compte que les effets d'îlots de chaleur urbains qui commencent à être quand même assez remarqués dans certaines zones de Bruxelles, et dans d'autres villes sont très facilement améliorées, mitigées par la présence de l'eau et de la biodiversité. Une pierre chaude, eh bien, on va verser un verre d'eau fraîche dessus. En très schématique. Voilà, mais donc en résumé de tous les constats négatifs et de tous les effets que génère cette gestion du tout à l'égout, ou on pourrait dire aussi de cette intégration du grand cycle de l'eau au petit cycle de l'eau. Très brièvement, je passe en vue les inondations qui sont leur conséquence la plus impactante et la plus visible, mais malheureusement il y a toute une série d'autres conséquences qui sont moins visibles, mais qui sont tout aussi importantes à long terme en tout cas. C'est la surcharge du réseau d'égouts, avec une dégradation plus importante que les flux d'eau sont importants, le phénomène des déversoirs, alors aussi le mélange des eaux usées et des eaux claires, comme je l'ai dit, qui générant une dilution diminue les rendements épuratoires, mais c'est aussi un gaspillage d'une ressource disponible. Il y a le manque de recharge en eau claire, des sols, des nappes et des cours d'eau. On a cruellement besoin d'eau dans un certain nombre de cours d'eau. Et puis aussi la perte de qualité de vie en ville, en se privant d'eau à ciel ouvert, on augmente le risque d'îlots de chaleur, il y a une perte de convivialité et de la présence de cet élément eau qui est précieux à l'équilibre urbain. Alors à cela, un troisième volet de réponse, et c'est là qu'on arrive avec notre fameux maillage pluie, une troisième prise de conscience qui est maintenant qui fait aussi vraiment le cœur du plan de gestion de l'eau, du deuxième plan de gestion de l'eau de 2016-2021, qui est donc fraîchement adopté, et dans lequel tous ces éléments de renaturation à la fois du réseau hydrographique et d'une meilleure intégration des eaux de pluie à la fois dans l'espace public et de façon à ciel ouvert et de façon végétalisée, donc plus dans des systèmes de stockage enterrés. Ces nouveaux éléments-là viennent vraiment compléter pour pouvoir faire face à tous les constats sur le fameux iceberg précédent, permettent vraiment de rencontrer toutes les problématiques précitées. Et donc émerge ce fameux maillage pluie qui s'intègre à l'amont du maillage bleu.
Alors, je réévoque juste, mais ça c'est plus une diade synthèse, hein, c'est cette notion que c'est vraiment restaurer le cycle de l'eau, gérer l'eau là où elle tombe, pour ce qui est du maillage pluie. Et alors, j'évoque aussi dans la deuxième bulle le fait que c'est une action qu'il faut mener, mais sur toute la région bruxelloise. Parce que la carte des zones inondables, qui est juste mise ici à titre de rappel, cette carte montre les zones au sein desquelles il y a lieu de se préoccuper de protéger le bâti d'inondations éventuelles, mais toute la politique de prise en charge des eaux de pluie en amont doit forcément toucher toute la région. Parce qu'en tout point de la région bruxelloise, on est forcément à l'amont d'une zone sensible aux inondations ou du réseau hydrographique naturel. Alors le comment, le comment on prend en charge cette eau de pluie fait de plus en plus de place au service écosystémique que peut rendre l'eau en ville. Hein. C'est un vrai vecteur de nature en ville, et donc le ciel ouvert et le végétalisé est privilégié, comme c'est exprimé ici. Alors là, je me permets juste, je ne reviens pas, mais ce sont des dessins qui viennent d'être faits pour nous, donc je vais vous les soumettre pour voir si ils expriment bien. On doit encore les amender, mais je veux vérifier avec vous s'ils expriment bien cette idée générale. Donc, quand on est dans un milieu naturel, pour faire face à une pluie, une pluie qui tombe génère un certain équilibre dans le ruissellement qui peut n'être que de 10%, l'évapotranspiration et les infiltrations soit profondes, soit en surface qui, à elles deux, prennent en charge 50% de la pluie en moyenne. Quand on urbanise, je ne sais pas si c'est fort clair, non ? Quand on urbanise cette zone, eh bien forcément on installe toutes les infrastructures qui vont permettre de distribuer les eaux potables et de récolter les eaux usées pour les épurer et les rejeter à ce qui est ici qui symbolise la Seine, mais c'est un peu une ligne trop droite, mais peu importe, sous Pertuis. Et donc, lors d'une pluie, eh bien, on a un déséquilibre fort déstabilisé au niveau de la prise en charge des eaux de pluie. Il y a 55% de ruissellement, très peu qui est infiltré, et il n'y a plus que 30% évapotranspiré, et encore ça dépend où, avec ce phénomène qui est symbolisé ici par des petites inondations locales sur le réseau d'égouttage, et les taches plus obscures qui montrent ce phénomène de déversement. Et puis voilà, tadam, quand une ville est construite ou conçue en y intégrant tous ces dispositifs qui permettent de vraiment retenir l'eau là où elle tombe, que ce soit des toitures vertes, que ce soit des éléments infiltrants, des creux, des fossés, etc., eh bien, en temps de pluie, on retrouve un équilibre meilleur par rapport à la répartition à la fois des eaux de ruissellement, de l'infiltration, donc la recharge d'une ressource utile, et l'évapotranspiration qui participe énormément à la qualité de vie en ville. À l'échelle d'un quartier, vite, donc voilà, un quartier classique raccordé au réseau d'égouttage, et donc partant de pluie, le risque de surcharge de ce réseau et donc de mauvaises surprises, soit dans l'espace public, voire même dans les caves des habitants. Et puis, si cet espace est conçu ou rénové ou amélioré avec différents espaces d'accueil de l'eau, des espaces en creux, des toitures vertes, etc., ou le long des voiries, des éléments de type fossé ou nou, bon, voilà ce que ça peut illustrer par temps de pluie. Bon, je passe, je pense que vous avez tous compris. Alors, je vais citer brièvement quels sont ces différents dispositifs qui permettent de rendre une ville, certains parlent d'une ville sensible à l'eau ou une ville éponge. Eh bien, il y a bien sûr tout d'abord la simple surface naturelle plantée. Décidément, la souris n'est pas toujours... J'arrive pas à attraper la souris. Ah voilà. L'espace planté et végétalisé. Une surface infiltrante, hein, ça peut être des dalles infiltrantes ou des dalles gazon, etc., avec la plupart du temps évidemment un élément stockant en dessous qui permet, de nouveau, notamment des choses aussi simples que des graviers, de générer un vide qui va permettre de stocker l'eau si le sol ne peut pas recevoir de l'infiltration par exemple, ou si il n'infiltre pas assez vite pour absorber une pluie importante. Les chemins d'eau à ciel ouvert ou les canaux à ciel ouvert, les noues.
Les fossés, la différence entre une noue et un fossé, c'est qu'une noue, c'est vraiment un élément très légèrement, comme vous avez vu sur la dia précédente, très légèrement incurvé. On peut passer une tondeuse à travers, tandis qu'un fossé, ici en haut à gauche, a des pentes beaucoup plus raides, donc il faut trouver l'endroit où ça se prête. Ceci, en général, on appelle ça une tranchée, parce qu'elle est emplie de nouveau d'un substrat, d'un matériau sur lequel on peut éventuellement marcher, mais qui va quand même générer un espace de stockage, des bassins secs ou en eau, il y a un tas de compositions différentes, et les puits d'infiltration dont on n'est pas très friand parce que le risque de contamination de la nappe est quand même toujours très important. Il suffit d'une erreur de branchement, il suffit d'une mauvaise gestion de la qualité et on infiltre déjà beaucoup plus près de la nappe dans une zone où le sol est moins vivant et moins capable de prendre en charge des éléments polluants, donc on essaye d'éviter. Alors, pour rester dans ce sujet de la qualité de l'eau, on constate que au plus on est dans un espace proche de la zone imperméabilisée, et que ces surfaces imperméables sont peu importantes, des toitures ou des éléments de l'habitat, il n'y a vraiment pas besoin de traitement avant d'infiltrer ces eaux ou de les rendre au milieu naturel. Par contre, au plus on crée un bassin versant qui appelle des eaux éloignées, donc qui auront parcouru plus de surface, qui se seront chargées plus en éléments polluants, au plus la concentration en polluants augmente et alors il y a lieu d'envisager un traitement de cette eau. Donc voilà, la prise en charge de la qualité des eaux de ruissellement, c'est tout d'abord privilégier des projets qui présentent le moindre risque. Malheureusement, il faut vraiment envisager les choses au cas par cas, il n'y a pas de solution unique. Et il faut rester aussi attentif à ne pas mélanger le principe de précaution et le principe de prévention. On pourrait dire aussi faire la balance entre une pollution accidentelle et une pollution chronique. Tant on se rend compte aujourd'hui que par exemple sur les cours d'eau, l'impact d'une pollution accidentelle, qui est en général une pollution chimique, est plus facilement prise en charge par les cours d'eau qu'une pollution chronique de matière organique telle qu'elle est actuellement produite par les déversoirs d'orage. Donc voilà, ça c'est vraiment à l'analyse de chaque cas qu'il y a lieu de faire la balance. C'est notamment le cas de la réflexion à avoir sur les fameuses selles de déneigement, qui sont souvent un frein à l'installation de dispositifs en voirie, parce que voilà, on suppose que par période hivernale, les neiges qui vont fondre vont infiltrer aussi les selles et donc créer probablement un impact sur les arbres d'alignement, parce qu'il y a aussi toute une végétation qui est capable de faire face à des sols plus salés. Mais toutes les études qu'on a pu trouver sur le sujet dans des pays comme l'Allemagne ou ici la Suisse cherchent à amener un tas de solutions pour améliorer la manière de saler les routes ou le type de sel à utiliser. Mais en revanche, eux sont déjà tellement convaincus de l'utilité de récupérer les eaux de ruissellement pour arroser leurs infrastructures vertes de bord de voirie, que voilà, ils concluent toujours en disant « en tout cas, ne privez pas vos arbres des eaux de ruissellement pour cette raison-là, parce que vous créez un dommage plus important. » Mais bon, je sais bien que chaque ville a ses caractéristiques et donc il faut voir comment il y a lieu à Bruxelles de protéger les arbres d'alignement. J'ai juste ici un petit exemple, je ne sais pas s'il est très visible, d'une ville en Suède où par exemple on voit ici un alignement d'arbres rachitiques et dont malheureusement certains n'ont même pas pris. Et à côté des arbres qui ont l'air de s'être très très bien développés, en fait ce sont des arbres exactement de la même espèce qui ont été plantés au même moment, au même âge. Et ceux-ci sont alimentés par les eaux de ruissellement du boulevard et des accotements ici en bas, et ceux-là pas. Ceux-là sont privés d'eau. Voilà, je pense que l'image parle de nous.